Bonjour, je suis Aurélie Feld, présidente de LHH, une entreprise de conseil et d'accompagnement, RH. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie, Nicolas Richard, je suis associé chez KPMG en charge des activités advisory et membre du comité exécutif. Nous allons passer un petit moment ensemble et Aurélie, j'en suis ravi par avance pour parler d'Innovating for People. Tout à fait Nicolas, moi aussi j'en suis enchantée. Donc, il y a 10 ans, quand on entamait un projet sous-tendu par des technologies chez nos clients, le risque d'erreur, le risque de plantage majeur du projet était relatif au risque de mauvais développement informatique. Aujourd'hui, un projet qui ne fonctionne pas, c'est un projet sur lequel l'engagement people, l'acceptation par les salariés de l'entreprise ou par les clients d'une technologie développée n'est pas le bon. Les deux facteurs sous-jacents, je l'ai évoqué. Un, on n'a pas pensé l'engagement. Deux, on n'a pas pensé l'usage de la technologie correctement. Dans tous les cas de figure, le constat que nous faisons, c'est que penser le salarié, penser le client est fondamental. Et je vais prendre un exemple sur une des technologies qui est partenaire et qui est une alliance mondiale stratégique pour KPMG, qui est Salesforce. Rien de plus évident que de comprendre ou d'utiliser les technologies de Salesforce. Dans les projets où l'adoption est insuffisante, c'est que la proposition de valeur qui a été faite aux salariés qui travaillent dans l'environnement n'est pas la bonne. On leur a dit, vous allez rentrer des données qui vont permettre de faire du reporting et qui permettront à votre hiérarchie d'avoir des chiffres. Ça n'intéresse pas le salarié. Le salarié, il est intéressé, le commercial, si on lui dit, dans ton quotidien, tu vas pouvoir être plus performant, tu vas pouvoir avoir des journées qui sont mieux organisées, tu vas avoir plus de flexibilité et d'impact. Ce point est fondamental. Et aujourd'hui, c'est pour ça que chez KPMG, on a la conviction que l'innovation, qui a un sous-jacent technologique dans la quasi-totalité des situations, doit être pensée pour les people. Alors sur ce point-là, évidemment, on se rejoint complètement. De notre côté, quand on pense innovation au service des people, on pense, je pense, d'abord inclusion. On pense à toutes les dimensions de la technologie qui nous permettent de toucher plus de gens. Par exemple, quand on est un jeune sans emploi, qu'on n'a pas le bon parcours, on peut se retrouver assez facilement dans une situation d'impasse. Ou quand on est senior, qu'on a fait le même métier toute sa vie, et que d'un seul coup, ce métier est obsolète. Les compétences qui y sont associées sont obsolètes aussi. Si on pense sans technologie, on va avoir du mal à trouver, dans l'expérience de ces personnes, qu'elles soient seniors ou qu'elles soient jeunes, des compétences transférables, des embryons de compétences qu'on pourrait développer pour en faire des compétences employables. Alors que si on se fait assister par la technologie, par des outils, par des algorithmes, on arrive plus facilement à les repérer des choses qu'on va pouvoir ensuite développer avec de la formation, peut-être de la formation blended d'ailleurs, pour continuer à utiliser la technologie, et qui vont nous permettre d'emmener ces personnes vers l'emploi. Dans nos accompagnements également, on essaye de proposer tout le panel. Un panel très technologique pour ceux qui le peuvent, et puis un panel beaucoup moins technologique pour ceux qui sont encore un peu loin des technologies et qui n'ont parfois même pas d'adresse email. Alors Aurélie, on s'est posé ensemble la question de l'éthique, des valeurs derrière ces enjeux d'innovation et de technologie au service des people. Deux réflexions que j'ai portées pour ma part. On a essayé d'être en contradiction, mais en fait, il se trouve qu'on est très très alignés sur nos convictions. La première, j'ai été marqué par un discours, il y a quelques années de ça, d'un ancien secrétaire du Foreign Office anglais, Lord Hage, qui décrivait deux types de populations, les somewhere et les anywhere. Nous sommes, Aurélie, moi, vous êtes des anywhere. Mais il reste beaucoup de somewhere. Il reste beaucoup de somewhere. Les anywhere, c'est les gens comme nous pour qui toute rupture technologique, toute innovation est une opportunité de se réinventer, de progresser, de changer de job, de créer une boîte. Les somewhere, et je pensais à ce moment-là à un cas qui était un cas d'actualité, c'est l'assistant technique d'un sous-traitant automobile dans la Creuse. Et lui, toute rupture technologique, toute innovation, tout mouvement dans ce domaine-là représente un risque. Et la sensibilité que l'on porte aujourd'hui, c'est comment, dans le travail que l'on fournit, dans l'accompagnement qu'on a auprès de nos clients, on s'assure que la ligne de crête de l'innovation et des technologies au service de l'innovation
vont être moteurs pour permettre de réduire des fractures sociales et sociétales et de ne pas les accroître. Je sais qu'Aurélie, tu vas revenir là-dessus. Et le dernier élément que je voulais mentionner sur ces enjeux d'éthique, alors, je l'ai remis sous une tête de chapitre qui parle à tous, je l'espère, c'est le syndrome Robocop. On développe quelque chose qui est pensé pour le bien. Au cas d'espèce de Robocop, c'est d'avoir un policier qui est capable d'intervenir, de dérisquer l'engagement et le risque sur la vie de policiers et de maintenir l'ordre. Et on connaît la dérive qu'il y a dans le film. Appliquée dans nos business, parce que nous, on ne travaille pas sur des technologies de Robocop, mais que font toutes les intelligences artificielles qu'on développe au service de nos clients? En particulier, et Aurélie, tu le développeras avec bien plus de pertinence que moi, un algorithme qui va aider une entreprise à faire le tri de ses CV pour effectuer des recrutements plus rapides et qui a l'intention au démarrage d'enlever les biais de jugement sur les CV qui vont être retenus. Comment on s'assure que l'évolution de l'usage de cet algorithme ne va pas amener à des problématiques contraires? Donc là, il y a une responsabilité importante également, mais la responsabilité, Aurélie, elle est dans l'intelligence artificielle ou elle est dans les people qui la développent? Écoute Nicolas, de mon point de vue, évidemment, elle est dans l'intelligence des people qui la développent. En fait, une intelligence artificielle, elle n'est que la somme de l'intelligence des people qui la développent. Elle n'a pas d'intelligence autonome. Et donc, c'est bien nous, chacun d'entre nous, dans la façon dont on va concevoir les algorithmes quand on travaille sur des algorithmes, dans la manière dont on va briefer les gens qui travaillent sur des algorithmes, qu'on influencera ensuite l'algorithme et qu'on lui donnera soit une dimension éthique, soit une dimension pas éthique du tout. Mais sur la dimension éthique de Innovating for People, je voulais aussi revenir sur la dimension inclusion. Je pense effectivement que on n'est pas encore tous des anywhere et c'est bien dommage. Tu parlais de la personne qui travaille dans un équipementier automobile de la Creuse, mais on peut penser aussi à tous les hôtes et les hôtesses de caisse dont le métier est en train de changer profondément. Et en fait, tous ces somewhere, pour reprendre ton expression, il faut aussi qu'on pense leur avenir. Il faut aussi qu'on porte sur eux un regard valorisant. Ces gens-là, ils ont plein de compétences. Ils savent faire plein de choses. Et ils savent faire plein de choses qui sont éminemment transposables. Et normalement, on devrait, dans une vision peut-être un peu idéale ou idéaliste, je ne sais pas, mais je peux être un peu idéaliste parfois, on devrait, par la technologie, trouver des moyens d'embarquer tous ces gens-là aussi pour en faire des anywhere. Et finalement, le chemin, il n'est pas si pentu que ça. On peut tout à fait, dans les années qui viennent, en anticipant un peu, envisager des tas de reconversions pour toutes sortes de gens qui sont aujourd'hui très très éloignés de la technologie et qui les en rapprocheraient de façon manifeste. Je pense par exemple à un certain nombre de startups de formation qui, pour aller alimenter les besoins croissants et jamais suffisamment nourris de différentes industries, en développeurs, en gens qui savent coder des sites web, qui prennent des gens qui sont très très éloignés, mais qui ont juste l'engagement, la volonté et des embryons de compétences, et qui par un accompagnement blended les emmènent vers le code, vers le webmastering et vers toutes sortes de métiers dont ils étaient très éloignés, auxquels ils n'auraient pas forcément même pensé. Et ça, c'est la technologie qui leur donne accès à ça. Je crois profondément, effectivement, que l'innovation, c'est ce qu'on en fait. Notre responsabilité, elle est immense. Et en même temps, si on s'en sert correctement, ce qu'on arrivera à en sortir, c'est immense aussi. Alors pour le dernier chapitre, on s'est dit, on va regarder l'innovation comme facteur de progrès. Et en se disant, il y a des innovations qui sont sympathiques et qui permettent de manière incrémentale d'améliorer certaines choses. On ne va pas les rejeter, on va les prendre, mais on va les regarder un cran plus loin. Pour le rendre un petit peu concret, moi j'ai choisi de vous parler des enjeux de future of work, de new ways of working. Donc vous connaissez tous ce vocable qui est très partagé aujourd'hui par l'ensemble des entreprises et qui est une vraie préoccupation pour les entreprises. Qu'en est-il chez KPMG ?
Comme tout le monde, on vient de vivre 15 mois absolument terribles de crise sanitaire. Et si on doit en retenir, comme sur chacune de ces phases de crise, quelque chose de positif, c'est que ça crée un moment de rupture. Ce moment de rupture, aujourd'hui, et sur cette thématique du Future of Work, on le regarde à l'aune de qu'est-ce que les innovations technologiques qu'on a pu voir émerger vont amener de manière pérenne. Qu'est-ce que les innovations managériales qui ont été un peu forcées par cette situation de crise vont devoir permettre dans l'évolution des modèles managériaux de KPMG. Je regarde deux horizons, non pas dans le futur, dans le sens sur l'échelle du temps, mais dans l'ambition que l'on peut porter. La première, les New Ways of Working, on va faire évoluer les modèles managériaux et la façon de travailler ensemble. On va faciliter un mode de travail plus flexible, on va améliorer la productivité tout en allégeant, on le souhaite et on l'espère, la charge de travail et la capacité de nos collaborateurs à s'organiser. Donc, toute une somme de progrès que je qualifierais malgré tout d'incrémentaux. Alors, quel est le deuxième étage vraiment de progrès pour l'entreprise et de progrès, je dirais plus largement sociétal, que moi j'aspire en tout cas à aller chercher et j'essaie de porter cette influence au sein de ma propre entreprise et j'essaierai de porter cette influence au sein des entreprises que nos équipes peuvent conseiller, c'est de repenser un petit peu le modèle social et sociétal. Alors n'ayons pas peur des mots, on ne va pas renverser les montagnes, mais si on commence à faire un petit peu bouger les choses, il y a plus de chances d'aller dans la bonne direction. Aujourd'hui, si je regarde les choses de manière simple, je suis en responsabilité d'une équipe qui emploie 1700 personnes et tous les développements qu'on peut proposer, ce sont des parcours de carrière, essaient de recruter et de former, de développer de nouveaux collaborateurs. Qu'est-ce que je leur propose à ces nouveaux collaborateurs? Soyons un peu critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Je leur propose d'habiter pas trop loin de la ligne 1 ou de la ligne A du RER. Je leur propose de venir au bureau à 9h. Je leur propose de repartir à 19h30. Et demain, je vais leur dire, en fait, vous pouvez aussi faire un petit peu de télétravail et vous organiser de manière plus flexible. Je pense que c'est absolument pas suffisant. Je pense qu'on doit avoir comme ambition et donc on doit se donner comme mission le fait de repenser une distribution du travail, et n'ayons pas peur des mots, une distribution de la richesse qui soit un petit peu différente. Je voulais partager avec vous, là, une des particularités de KPMG. KPMG est engagé non seulement au travers de ses activités centrées à Paris, mais sur l'ensemble des territoires en France. On a, pour ce qui relève des activités de conseil, des équipes en région, mais elles restent marginales parce qu'il y a quand même une grosse attractivité parisienne du fait des clients et de tout l'écosystème que ça crée. Demain, je pense qu'on peut penser de manière radicalement différente cette organisation et cette plateforme de travail pour avoir des équipes beaucoup plus distribuées, pour permettre à des gens de nous rejoindre tout en construisant des projets de vie qui soient fondamentalement différents. Et là, je ne parle pas juste du côté sympa d'avoir une maison à la campagne plutôt qu'un petit appart dans Paris. Je parle de venir réirriguer des territoires, d'être au contact de nos clients dans ces territoires, tout en conservant la flexibilité, en ayant le levier des technologies, de travailler de manière plus distribuée. Donc il y a un axe de distribution territoriale, il y a un axe également, mais je laisserai peut-être le soin à Aurélie de le développer, c'est d'être peut-être un peu moins monolithique dans les profils de personnes qu'on recrute. On recrute des personnes de grand talent chez KPMG. On a un souhait et des attentes fortes en matière d'inclusion et diversité. Mais force est de constater que l'évolution dans la diversité de nos profils au sein des équipes progresse très lentement. Alors, comment, Aurélie, on peut utiliser les enjeux d'innovation et de progrès pour accélérer cette diversité au sein de nos équipes? Alors, je pense que j'ai envie de prendre la question de façon un peu plus large, si tu me permets, Nicolas. J'ai envie de revenir sur quelques instants sur les conséquences de la crise et sur la manière dont on va pouvoir construire des habitudes durables ou des nouveaux modes de fonctionnement en reprenant quelques-uns des acquis de la crise pour les amplifier. Je pense notamment, effectivement, comme tu le disais, aux New Ways of Working. Dans nos convictions profondes chez LHH, il y a la place du dialogue social. Alors peut-être que dans une entreprise comme KPMG, où les profils, même si vous visez à la diversité, sont quand même relativement uniformes, vous faites tous le même métier, dans une entreprise comme la nôtre,
C'est un peu différent. Chez nos clients, ça l'est encore plus. Dans les entreprises industrielles, par exemple, il y a une grande diversité de profils, une grande diversité de métiers. Et il peut y avoir, du coup, le risque de voir se mettre en place des régimes à plusieurs vitesses. Où, par exemple, ceux qui peuvent télétravailler bénéficieraient d'une grande partie des avancées de la crise. Ceux pour lesquels le référentiel managérial a évolué du fait de la crise peuvent aussi voir ces évolutions se consolider. Et puis, il y a tous ceux qui ont besoin d'être en fait au bureau tous les matins, sur le terrain tous les matins. Et pour préserver, développer l'engagement au sein des entreprises dans lesquelles ces risques de plusieurs vitesses existent, il faut penser aussi des mécanismes de compensation pour ceux qui ne vont pas pouvoir bénéficier des avancées liées à la situation de crise et qui, du coup, pourraient trouver que c'est injuste, puisque pour eux, ça ne sera pas mieux ou pas différent, alors que pour une grande partie de leurs collègues, ça pourrait l'être. Et je pense que, par le dialogue social, en construisant peut-être des compensations différentes, des pactes sociaux différents en fonction de la nature des emplois et de leur capacité à être ou pas bénéficiaires des New Ways of Working, on arrivera à préserver l'harmonie, l'unité et l'engagement de l'entreprise et du coup, évidemment, au service de sa performance parce que quand même, la performance, ça reste un sujet important. Pour ce qui est maintenant de la diversité et de l'inclusion, je pense profondément que les gens que vous cherchez à recruter, que nous cherchons à recruter aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur de leurs préoccupations et qu'ils auront de moins en moins envie de travailler pour une entreprise qui ne serait pas à la pointe de ces sujets-là, profondément éthique sur ces sujets-là. Je ne sais pas dans quelle mesure la technologie peut nous aider à l'être davantage. Pour ma part, je ne suis pas convaincue que les algorithmes de recrutement, ça soit la réponse. Je suis plutôt convaincue que la formation des gens qui sont en charge de ces entreprises, en charge de recrutement dans ces entreprises et du développement des talents dans ces entreprises, c'est plus la solution. Alors là, évidemment, on n'est plus tout à fait dans Innovating for People, ou alors on l'est, mais d'une version un peu low-tech. Et peut-être que ce qu'on peut aussi se dire, c'est que Innovating for People, ça passe par la technologie, mais pas que, ou pas forcément. Merci Aurélie. Donc, si on retient quelques points en synthèse, le premier point, aussi puissante soit la rupture technologique qui sous-tende une innovation, notre conviction, c'est que si ce n'est pas pensé au service de l'humain, que ce soit le collaborateur, le client ou une partie prenante de l'entreprise, ça peut amener du progrès incrémental, mais ça ne bouleversera pas les choses. Ouais. Un deuxième point, ça peut être peut-être que la technologie et l'avancée technologique, ça ne dédouane pas les gens de leurs responsabilités. Et que Tech for Good, Innovating for People, ça dépend de nous. Que l'éthique est forcément un sujet important, qu'on a un devoir de vigilance collectif. Chez KPMG, avec dans notre marque l'ADN de la maîtrise et de la gestion des risques, on est engagé sur ces dimensions-là auprès de nos clients, mais ça ne doit pas être quelque chose qui fait peur, parce qu'à la fin, l'intelligence humaine doit être capable d'encadrer ces problématiques. Oui, et chez nous, chez LHH, puisqu'on accompagne essentiellement des gens et qu'on aide des entreprises à concevoir des modèles sociaux qui soient plus inclusifs et plus performants, peut-être que ça se traduit par une attention particulière à l'ensemble des candidats qu'on accompagne, d'où ils viennent, le modèle d'accompagnement qui leur convient ou qui ne leur convient pas, et que c'est à nous de nous adapter à là où ils en sont et pas à eux de s'adapter à ce qu'on leur propose. Et peut-être, et ce sera mon mot de conclusion, on partage, je pense, cette sensibilité-là. En matière d'innovation for people, innovating for people, on a plutôt envie de viser la Lune. Ça, clairement, voire même le Soleil. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci infiniment.